Mesdames, Messieurs, bonjour, bienvenue au CUM. Nous sommes ravis aujourd'hui d'accueillir Dominique Bonnat de l'Académie française, qui a écrit de somptueuses biographies et qui vient aujourd'hui nous parler plus particulièrement de Paul Valéry. Comme vous le savez, Paul Valéry fut le premier administrateur du CUM en 1933, jusqu'à la fin de la guerre. Donc évidemment, c'est dans le cycle qui s'intitule Mémoire du CUM que nous avons inscrit cette conférence. Et cette biographie tombe à point nommé puisqu'elle donne de Paul Valéry un nouveau visage de ce grand poète qui était aussi un grand amoureux et un grand passionné. Donc au nom de Christian Estrosi, député maire de Nice, je souhaite la bienvenue à Dominique Bonnat et à Patrice Zère qui va s'entretenir avec elle. Merci, je vous souhaite une très bonne conférence. Mesdames, Messieurs, bonjour et bienvenue. S'entretenir avec elle en votre nom, bien entendu. Vous savez que, comme d'habitude, nous aurons avec l'écrivain qui nous fait le plaisir d'être à nos côtés, l'immortel Dominique Bonnat, une libre discussion sur son livre et ensuite que, bien sûr, vous poserez les questions que vous souhaitez lui poser sur sa carrière ou sur le livre lui-même. Alors, vous êtes, Dominique, on va venir sur la particularité de cette biographie autour de Paul Valéry. Vous êtes une spécialiste malgré tout de la biographie. C'est un genre que vous aimez particulièrement. Vous avez fait de très belles biographies qui font référence. Je ne les donnerai pas toutes, je les ai notées, mais Gary, Romain Gary, Zweig, Les Claudel ou Clara Malraux. Être biographe, pour vous, c'est quoi? Est-ce que c'est un genre littéraire tout à fait particulier qui permet... Et comment est-ce que vous travaillez une biographie, dans un ordre général? Avant de répondre à cette très belle question, est-ce que je peux dire simplement un petit mot sur mon bonheur d'être ici à Nice, ayant quitté Paris ce matin sous une pluie et sous un vent terrible, et de retrouver cette Méditerranée qui est mon paysage natal. Je ne suis pas niçoise, mais je suis quand même perpignanaise, et bien que j'ai laissé en route mon accent, le cœur reste bien ancré dans les paysages méditerranéens. Et j'y songeais en venant ici, depuis l'aéroport, et je me disais que Paul Valéry lui-même, venant au CUM si souvent, car il est venu très souvent ici, vous l'avez rappelé d'ailleurs, il était administrateur depuis 1933, il venait de Paris, descendait à Nice, et il devait retrouver ici, lui aussi, ses racines méditerranéennes, puisque lui-même, né à Sète, de parents moitié corse et moitié italiens, devait retrouver au moins le soleil, la mer qu'il a lui-même beaucoup aimée. Mais contrairement à moi, ce grand poète avait gardé son accent. Et lorsqu'il donnait des conférences, on entendait très très bien l'accent de Sète et de Montpellier. Alors j'espère que vous allez me pardonner cet accent parisien qui fait défaut ici, et j'aurais aimé vous parler avec l'accent de chez moi, qui roule les airs comme les cailloux dans un ruisseau, disait mon père. Et donc voilà, c'était quelques mots avant d'aborder les choses très très sérieuses. On reviendra bien entendu sur les rapports tout à fait particuliers qu'il y avait entre le célèbre poète et cet endroit magnifique où nous avons le privilège de nous retrouver. Mais donc un mot d'ouverture sur votre approche des biographies. Oui, quand j'ai commencé à écrire, très, très jeune femme, dans les années 80, j'ai commencé à écrire des romans, parce que le roman me paraissait être la voie royale. J'étais une grande lectrice de romans, et je le suis toujours. J'aime raconter des histoires, et j'aime qu'on m'en raconte, donc spontanément, je suis allée vers le roman. Et puis, après avoir écrit quelques romans, un jour, par hasard, tout à fait par hasard, à cause d'une amie qui me disait qu'elle était étonnée que je ne connaisse pas Les Racines du ciel de Romain Gary, j'ai découvert Romain Gary. J'ai eu une sorte de coup de foudre, on peut appeler cela, non pas pour l'homme qui venait de mourir, que je n'ai jamais connu, mais pour ses livres. Il n'y avait pas de livre sur Romain Gary pour présenter le personnage, et j'ai eu envie de savoir qui était Romain Gary. J'ai donc écrit, là, ma première biographie. Ça a été très difficile, très long. J'ai travaillé pendant 4 ans. C'était une biographie particulière parce qu'au fond, c'était plutôt une enquête de journaliste. Il fallait retrouver les témoins de la vie de ce contemporain. Mais c'était quand même déjà un travail de biographe et une biographie.
Et au terme de cet ouvrage, je me suis dit que j'avais passé des années formidables, que c'était magnifique de mettre ses pas dans les pas d'un grand personnage, d'un personnage que vous pouvez admirer, d'un personnage qui vous apporte la richesse de ses expériences, de ses réflexions. Et j'ai décidé de poursuivre dans cette voie de la biographie. Et progressivement, je dois dire que j'aime de plus en plus écrire des biographies comme lire des biographies. La biographie est, comme le roman d'ailleurs, un genre assez vaste. Il y a toutes sortes de biographies. Il y a d'un côté les biographies universitaires, les biographies historiques, qui sont souvent dans la lignée anglo-saxonne de la biographie. Les Américains, les Anglais aiment beaucoup ces ouvrages d'érudition où on apprend à peu près tout sur l'individu qui est le centre du livre. Pour moi, je me rallie plutôt à une autre voie de la biographie qui est celle tracée par de nombreux auteurs français et européens comme Stefan Zweig, qui pour moi est un maître de la biographie. Je pense que vous avez peut-être lu son Marie Stuart, son Marie-Antoinette, son Magellan, etc. Il y a des ouvrages qui font vraiment référence dans l'écriture de la biographie, mais aussi André Mauroy, pourquoi pas François Mauriac quand il écrit son Racine. Voilà, donc ce sont des genres très différents. Je dirais que la biographie que j'aime et que j'essaie à ma modeste place de pratiquer, c'est la biographie récit, c'est la biographie portrait. Ce qui m'intéresse, c'est de faire revivre un personnage sous un certain angle, de le raconter, de l'exprimer, de le rendre vivant. Mais sans pour autant négliger toute la partie de documentation, de recherche, qui forme finalement le fondement de la biographie. Et c'est sur ce fondement même que l'écriture du biographe peut s'exercer. Donc, d'un côté, si vous voulez, la recherche, mais de l'autre, surtout, essayer par l'écriture de mettre en scène le personnage et finalement de le rendre là, vivant parmi nous. Et j'espère que Paul Valéry, à la fin de ces quelques mots échangés, sera à nouveau ici au CUM, un tout petit peu vivant. Alors, on va venir plus précisément sur cette biographie. Vous avez dit un mot, l'écriture. Quand on lit les biographies, vous avez parlé des biographies anglo-saxonnes qui parfois sont un peu sèches dans le style, bien entendu. Là, c'est vrai, ça se lit comme un roman. La partie, d'abord, c'est une histoire romanesque, c'est vrai, mais la partie roman, l'écriture est très importante dans la découverte des plaisirs de ce livre « Je suis fou de toi », le grand amour de Paul Valéry. Alors, on va dire quand même d'abord deux mots sur les personnages, parce que c'est une biographie qui a deux particularités, à mon avis. La première, c'est qu'elle est quand même très vue du côté de l'héroïne, de la femme. Et la deuxième, c'est que c'est une période de la vie de Paul Valéry. C'est une passion en hiver, pourrait-on dire, que vous nous décrivez. Alors, ce livre est en effet une biographie, mais ce n'est ni la biographie vraiment de Paul Valéry. Il en existe et de très belles, que je cite dans mon livre. Il y a de nombreux livres sur Paul Valéry, très achevés et très intéressants. Ce n'est pas non plus une biographie de la personne qui est l'héroïne de ce livre et qui s'appelle Jeanne Voilier. C'est la biographie d'un amour. J'ai choisi vraiment de raconter finalement une histoire d'amour, et c'est l'histoire d'amour elle-même qui est le sujet de la biographie. Je crois que c'est ce point de vue-là qui est original et que j'ai essayé de dérouler. C'est ce qui donne donc l'impression qu'il n'y a pas un personnage, mais qu'il y a deux personnages. Et le livre est raconté tantôt du point de vue de Paul Valéry, tantôt du point de vue de Jeanne. Le livre progresse de chapitre en chapitre. Il y en a bien sûr où tous les deux sont réunis, sont ensemble, mais très souvent, on a le point de vue masculin et le point de vue féminin. Cette histoire a des dates très précises de début et de fin.
L'histoire d'amour de Paul Valéry avec Jeanne Voilier commence en 1938, en février 1938. C'est l'hiver à Paris, c'est à Paris que cette histoire commence, mais c'est l'hiver aussi, je dirais, dans le cœur et dans l'histoire de Paul Valéry, qui est arrivé à la fin de sa vie. Il n'a plus que 7 ans à vivre, puisque Paul Valéry meurt, comme vous le savez tous ici, en juillet 1945. Ces 7 dernières années de sa vie, qui coïncident avec une des périodes les plus tragiques de l'histoire de la France, avec la guerre, avec l'occupation, sont en même temps une grande histoire d'amour pour Paul Valéry, et vont aller donc de ce mois de février 1938 jusqu'à sa mort. Il va vivre parallèlement les événements de la guerre et sa vie amoureuse. C'est donc aussi un entrelac entre la vie privée et la grande histoire qui se trouve au cœur de ces pages. Alors, on va y revenir un peu plus dans le détail. Disons simplement un mot de présentation des 2 personnages. Vous l'avez dit, Paul Valéry est à la fin de sa vie. Il a eu une notoriété gigantesque avant la Première Guerre et surtout entre les 2 guerres. C'est vraiment le poète républicain le plus reconnu de son époque. Oui, oui. En 1938, donc Paul Valéry a 67 ans. Il est académicien, il est professeur au Collège de France, le Collège de France qui a créé pour lui la chaire de poétique. C'est un personnage extrêmement, je dirais, solennel, officiel. C'est le poète de la République française. Après Victor Hugo, certainement, Paul Valéry a cette sorte de lumière qui lui donne un rôle très particulier. Paul Valéry, dans ces années-là, on vient le consulter du monde entier. On lui demande de participer à des colloques internationaux, très souvent, à des conférences, et il passe sa vie à donner son opinion sur l'état du monde. Non seulement l'état de la France, mais l'état du monde, sur les civilisations, qui, comme vous le savez aussi, sont toutes mortelles. C'est lui qui a eu cette magnifique expression. Il se produit vraiment dans le monde, et en particulier, il faut le dire, en Europe, sur les grandes salles de conférences, de colloques internationaux. Donc c'est un personnage qui représente en même temps la poésie, parce que bien sûr, il a ce bagage prestigieux de poète, avec La Jeune Parque, avec Charme, qui sont ses derniers ouvrages, mais publiés par rapport à cette histoire il y a longtemps, puisque La Jeune Parque, c'est 1917, Charme, l'autre grand recueil de Paul Valéry, c'est 1922, entre les deux, il y a quand même Le Cimetière marin, 1920, et vous voyez, ça fait à peu près une quinzaine d'années que Paul Valéry n'écrit plus du tout de poésie. Il se consacre vraiment à la pensée, à l'histoire de la pensée, à la réflexion. Et le principal travail qu'il conduit, c'est l'écriture de ses cahiers. Les fameux cahiers de Paul Valéry, qui ne sont bien sûr, ils ne seront publiés qu'après sa mort, et qu'il écrit tous les matins au réveil, à l'aube. Vers 4h ou 5h du matin, quand il se lève, il prend sa première tasse de café noir, c'est un buveur invétéré de café, et il rédige sur de tout petits cahiers le bilan de la journée qui a précédé. Bilan principalement intellectuel, réflexion très vaste qui englobe à la fois la vie personnelle, la vie privée, mais surtout la vie qui s'est écoulée autour de lui. C'est un personnage très intellectuel. Il ne faut pas oublier qu'il a écrit Monsieur Teste. Et Monsieur Teste est un personnage qui aime s'auto-analyser. Il étudie minutieusement le fonctionnement de son cerveau, le fonctionnement de sa pensée. Tout cela pour dire que c'est le personnage le plus éloigné qui soit de la passion amoureuse. Il est un grand amoureux, il y a beaucoup d'histoires d'amour, mais bon, on en parlera peut-être plus tard, il y a eu beaucoup d'histoires d'amour dans sa vie, mais en même temps, c'est un homme qui, très jeune, s'est juré de ne pas se laisser posséder par les émotions, par les sentiments,
et qui voue une véritable vénération à l'intelligence, à la lucidité, à la volonté. C'est l'homme qu'on aurait le moins imaginé pris par une passion dévorante, ce qui va être le sujet de ce livre. J'ajoute que le titre « Je suis fou de toi » que j'ai donné à cette biographie n'est évidemment pas une phrase de moi, mais une phrase de Paul Valéry, qu'il a adressée à Jeanne Voilier dans une de ses innombrables lettres qu'il lui a écrites. Et c'est une phrase qui est à prendre vraiment au mot à mot, en pesant les mots. Ce n'est pas une petite phrase banale à la Dali qui se disait « je suis fou du chocolat à l'envin ». Non, c'est « je suis fou de toi ». C'est la vérité, c'est-à-dire c'est une passion dévorante dont il va être la proie et à laquelle il va réellement succomber. Alors, on va revenir là-dessus. Juste un mot sur la conception de Paul Valéry vis-à-vis de la poésie. Ce qui est important pour lui, c'est le travail de la langue. Il estime que la langue c'est ce qu'il y a d'essentiel dans les civilisations, et ce qu'il y a d'essentiel peut-être dans le partage, le dialogue, et que c'est ça, c'est par l'intelligence, c'est par la compréhension de la langue que l'on arrive à se comprendre entre hommes de civilisations mortelles, mais ô combien parfois opposées. Oui, c'est une réflexion très, très juste, et c'est par là d'ailleurs que Paul Valéry est sans doute un précurseur de la poésie moderne et même de l'écriture de nombreux auteurs contemporains. C'est un homme qui ne croit pas du tout au roman, il n'aime pas le roman. Et pour lui, la poésie est avant tout la création du langage et l'étude même du langage. C'est intéressant de le voir, d'ailleurs, vis-à-vis, par exemple, du romantisme. C'est un homme qui est allergique, on peut dire même, à la poésie romantique, à la poésie de Lamartine, de Vigny, etc. Donc, vous voyez, on associe souvent les histoires d'amour avec le romantisme, les grandes déclarations amoureuses avec le lyrisme romantique. Eh bien, pas du tout. Cette histoire, qui est pourtant une très, très belle histoire d'amour, est associée à, au contraire, un langage de poète qui continue à disséquer les sentiments et à vouloir essayer, bien en peine d'ailleurs, essayer de les maîtriser. Alors, on va dire maintenant peut-être un mot de Jeanne. Vous l'appelez Jeanne ou Jean? Alors, c'est assez curieux, c'est assez troublant, ça. Alors, je l'appelle Jeanne parce que la plupart de ses amis et de ses amants, et amantes d'ailleurs, il faut ajouter, l'appelaient Jeanne, qui est son prénom de baptême. Elle ne s'appelle d'ailleurs pas Jeanne Voilier, elle s'appelle de son état civil, elle est Jeanne Loviton. C'est le nom qu'elle a reçu quand son père l'a adoptée, car elle est née de père inconnu et elle a été adoptée à l'âge de 10 ans quand sa mère a épousé ce monsieur Loviton. Jeanne Voilier, je l'appelle ainsi parce qu'elle est romancière, elle a écrit 3 romans et pour signer ses romans, elle a trouvé que son nom de Loviton, ça n'allait pas tellement, surtout qu'elle est avocate. Elle est éditeur aussi, elle publie des professeurs de droit, enfin tout ça je vais l'expliquer un petit peu mieux, mais je reviens sur ce nom. Elle a signé ses romans d'un nom d'homme qui est Jean Voilier. Et donc il y a cette ambiguïté du prénom, Jean, Jeanne, dont use d'ailleurs Paul Valéry dans ses lettres, il s'amuse à l'appeler Jean, mais en vérité, dans la vie courante, elle était quand même Jeanne. Alors, quand il la connaît, quand il fait sa connaissance, c'est une personne qui a déjà fréquenté énormément le milieu littéraire. Il y a aussi dans votre livre une peinture d'un milieu littéraire qui a aujourd'hui un peu disparu. C'est une femme qui a eu énormément d'amants célèbres, des gens qui sont très connus et qui étaient connus elles-mêmes dans le milieu littéraire. Alors peut-être devrais-je la décrire pour que vous la voyiez un petit peu mieux. On l'a en photo, à la une du... Oui, il y a la photo. Ça se discute, le choix, oui, on en a parlé d'ailleurs. Mais alors, là, justement, la photo ne donne pas la mesure de la beauté de cette femme qui a fasciné tellement d'hommes.
Jeanne Voilier, c'est une grande femme, très grande, avec des épaules larges, une taille fine, de très longues et fortes jambes, un petit visage avec des yeux plutôt clairs, bleu-gris. Elle a des cheveux couleur châtain. Mais tout cela, au fond, est insuffisant pour dire ce qui était sa séduction. Sa séduction, d'après tous les gens qui l'ont connue, et il y en a encore aujourd'hui qui ont connu Jeanne Voilier âgée, puisqu'elle est morte dans les années 90. Jeanne Voilier avait une lumière. Elle était éclatante. Quand elle rentrait dans une pièce, on ne voyait plus qu'elle. J'imagine qu'elle entre ici à cet instant, je pense qu'elle éclipserait l'ensemble des femmes qui sont dans cette pièce. Elle attirait la lumière à elle. Tout le monde raconte ça, tout le monde, c'est-à-dire Paul Valéry, Jean Giraudoux, Malaparte plus tard, Saint-John Perse en a été le témoin. C'est une personne qui a énormément captivé. Quand elle rencontre Paul Valéry en 1938, elle a 34 ans, c'est-à-dire exactement la moitié de l'âge de Paul Valéry. Cette histoire est aussi fondée sur cette différence d'âge très grande entre les deux amants. Voilà. Donc c'est une femme fascinante, mais en même temps, ce n'est pas une muse habituelle avec la définition que l'on donne habituellement à ce mot. Quand on dit une muse, on imagine une femme paresseusement allongée sur une méridienne et qui attend le retour du guerrier à la fin de la journée. Une personne un peu oisive, gourmande, sensuelle bien sûr, mais passive. Or, Jeanne Voilier, si elle est gourmande et sensuelle, certainement, mais c'est une femme active, c'est une femme moderne, c'est une femme qui travaille et qui gagne sa vie. Elle est avocat, elle fait partie des premières femmes avocats de France. Les femmes avocates le sont depuis très peu de temps. Elle en fait partie. Elle a étudié, elle a fait son stage auprès de Maître Garçon, Maurice Garçon, un des ténors du barreau. Autrement dit, elle a été à excellente école. Qui était un de ses compagnons ? Je n'irai pas jusque-là, mais il est sûr que Maurice Garçon a lui aussi été tout à fait fasciné, intéressé par cette femme à laquelle il consacre de longues pages dans son journal intime, journal qui n'a pas été publié, mais j'ai pu consulter grâce à la famille. Donc c'est une femme qui est avocate. Son père ayant créé une maison d'édition, les éditions Doma Montchrétien, qui publie des ouvrages juridiques, elle a pris la suite, elle travaille avec lui, elle prendra complètement la suite à sa mort, donc elle va au bureau tous les matins, etc. N'oublions pas qu'en 1938, les femmes ne votent pas, elles ne voteront qu'après la guerre, et elles ne peuvent pas non plus signer de chèques. La femme est totalement assistée, elle est vraiment dans l'ombre ou du père ou du mari. Or, Jeanne Voilier est une femme divorcée et elle assume royalement, j'allais dire, cette situation de femme divorcée, une époque où ce n'est pas si facile de l'être, et c'est une femme indépendante. Je crois que c'est très important de bien voir cette image parce que c'est une conquérante que Paul Valéry a en face de lui. Il a toujours été habitué aux femmes intelligentes. Il aime les femmes intelligentes, depuis Catherine Pozzi jusqu'à Edmée de la Rochefoucauld, qui ont été aussi des compagnes. Voilà. Il a toujours aimé l'intelligence chez la femme, mais là, il est vraiment devant un type de femme très particulier et assez exceptionnel en son temps. Alors, si je résume ce que vous avez dit, c'est Paul Valéry est un homme à femme, mais un cérébral, un type qui réussit à maîtriser ses passions, qui a besoin d'avoir peut-être des liaisons, mais ça n'a jamais mis en péril sa vie familiale. Et là, il va basculer dans l'amour-passion. Et oui, parce que pour compléter quand même le portrait de Paul Valéry, le grand poète, qui est un peu sur un piédestal, une sorte de statue du commandeur des lettres et de la poésie,
il faut aussi parler de sa vie privée. Paul Valéry est marié, il est marié depuis très longtemps, depuis 1900, avec la nièce de Berthe Morisot. J'ai écrit il y a plusieurs années une biographie de Berthe Morisot. J'ai ensuite écrit un livre qui s'appelle Deux sœurs et qui poursuit le portrait de ce clan familial où on retrouve à la fois les Manet, puisque Berthe Morisot avait été Madame Manet pour l'état civil. Elle avait épousé un des frères du célèbre peintre Édouard Manet. Donc il y a les Manet, les Morisot. Il y a aussi les Roire et les Leroll, qui sont des peintres et des collectionneurs tout à fait étonnants liés à l'impressionnisme. Et puis, il y a, d'une certaine façon, Paul Valéry. Paul Valéry, qui est marié depuis le 1er mai 1900 à Jeannie Gobillard, cette nièce de Berthe Morisot, s'était marié exactement le même jour et dans la même église que Ernest Rouard, qui est un peintre, fils d'Henri Rouard, le célèbre collectionneur qui avait une des plus grosses collections de peinture de l'avant-guerre, et qui était le seul élève de Degas. Et qui avait épousé Ernest Rouard? Petite question. Ernest Rouard avait épousé Julie Manet, qui est la fille de Berthe Morisot. Autrement dit, les deux cousines, Julie et Jeannie, s'étaient mariées le même jour, l'une avec Ernest Rouard, l'autre avec Paul Valéry. Et les deux couples habitent le même immeuble dans la rue de Villejuste. C'est aujourd'hui la rue Paul Valéry à Paris, dans le 16e arrondissement. Immeuble construit par Berthe Morisot. Les Roire Manet habitent le 4e étage et les Valéry Gobillard habitent le 3e. Chacun a 3 enfants, chacun amène absolument le même style de vie, qui est un style de vie bourgeois, tranquille, bourgeois sans éclat. Ce ne sont pas du tout des gens qui des matu-vus, au contraire. C'est une vie familiale très simple, très sobre. Et le seul éclat de ces vies, ce sont évidemment les peintures qui décorent le salon, la salle à manger, les chambres. Il y a des tableaux jusque dans la cuisine. Et ces tableaux sont des chefs-d'œuvre de Manet, de Morisot, de Degas, de Renoir, etc. Donc ces deux appartements tranquilles où les enfants jouent aux fléchettes au milieu des Morisot et des Manet, et où d'ailleurs ils ont troué le fameux Berthe Morisot au bouquet de violettes, qui est aujourd'hui au musée d'Orsay, qui a été peint par Manet. Ils ont troué le tableau en faisant sauter un bouchon de champagne. Berthe a pris le bouchon de champagne dans le corsage, et donc le tableau qu'on voit aujourd'hui à Orsay est un tableau restauré qui porte la trace finalement de cette vie familiale, qui était une vie bon enfant, où l'art n'était pas du tout, vous voyez, quelque chose que muséal, hein, digne des musées. Non, pas du tout. L'art faisait partie de la vie quotidienne. On aimait l'art. On vivait au milieu des chefs-d'œuvre, mais de la manière la plus décontractée, la plus charmante qui soit. Madame Paul Valéry est une grande musicienne. Elle joue très très bien du piano. Elle aurait pu certainement être pianiste professionnelle, mais dans ce milieu bourgeois, ça ne se faisait pas du tout. Donc elle a élevé ses 3 enfants et elle joue du piano de manière remarquable. On connaît Debussy, on connaît Fauré. Tout le monde vit dans un climat qui est le charme de cette famille. Et Paul Valéry est très attaché à son cercle de famille, qui a été en péril plusieurs fois, déjà dans les années 20, parce que vous savez je continue à raconter, j'aime bien raconter comme ça qu'on soit complètement, mais dans les années 20, parce que Paul Valéry est un cérébral, vous avez utilisé ce mot, et c'est vrai dans la mesure où il a écrit Monsieur Thèse, dans la mesure où il a la religion de l'intelligence, mais c'est aussi un très grand amoureux, et même, je dirais, un grand brûlé de l'amour. C'est un homme qui a eu plusieurs histoires d'amour, très passionnée, la plus connue étant celle avec la poétesse Catherine Pozzi dans les années 20. C'est donc une sorte de préfiguration de la grande passion avec Jeanne Voilier, qui, presque, pas tout à fait 20 ans plus tard, mais presque, oui, va l'emporter, alors cette fois dans une passion définitive. Catherine Pozzi, qui était une femme
tout à fait remarquable, étonnante, originale, très, très bel écrivain, magnifique écrivain, dont le journal a été publié il n'y a pas si longtemps. C'est une des grandes figures vraiment de la vie de Paul Valéry. C'était aussi une liaison secrète, une liaison adultère, et qui a été révélée par Catherine Pozzi elle-même, quand Catherine Pozzi est allée voir un jour Madame Paul Valéry chez elle pour lui expliquer qui elle était par rapport à Paul Valéry. Et ce jour-là, Catherine Pozzi a perdu Paul Valéry. Car Paul Valéry a mis fin à cette passion un peu difficile, orageuse, mais passionnée aussi avec Catherine Pozzi, parce que elle avait porté atteinte finalement au cercle de famille qui, pour Paul Valéry, est un cercle qui doit rester le cercle de famille. Et là, c'est un peu le même scénario, c'est-à-dire il y a d'un côté le cercle de famille et de l'autre cette liaison qui est une liaison à l'époque absolument secrète, bien évidemment. Alors peut-être raconterai-je... Oui, vous allez raconter. Simplement, Paul Valéry, on sent bien dans certains passages du livre que dans sa passion pour cette femme, il y a aussi un refus des dernières années. Il sent bien que c'est peut-être sa dernière passion. Il lui dit à un moment, tu es ce qu'il y a entre moi et la mort. Est-ce que c'est important, ça, dans sa passion ? Oui, certainement, parce que son histoire d'amour avec Jeanne Voilier, ce qui est extraordinaire, c'est qu'on voit Paul Valéry revivre véritablement. C'était un homme un peu fatigué, un homme désabusé, qui était pris dans la routine de son métier d'écrivain, de penseur, etc. Et la rencontre avec Jeanne le rend à la vigueur et à la créativité de ses 20 ans. Il se remet à la poésie. Il va écrire 2 ouvrages très importants, Cantate du Narcisse et Mon Faust, qui sont très liés à cette histoire d'amour. Alors, peut-être, dites-vous, mais tout cela sont des secrets d'alcôve, c'est une vie parallèle, quelle importance finalement de raconter tout cela. Alors, je vais vous dire la raison pour laquelle j'ai écrit ce livre. D'abord, une raison, je dirais, anecdotique. C'est que cette histoire d'amour secrète, elle a été révélée par la protagoniste elle-même, par Jeanne Voilier. Environ 40 ou 45 ans après la mort de Paul Valéry, Jeanne Voilier a vendu aux enchères les lettres d'amour que lui avait adressées Paul Valéry. Et ce ne sont pas 2 ou 3 lettres d'amour, c'est plus de 1000 lettres d'amour. En même temps que ces lettres qui ont été vendues aux enchères non loin d'ici, à Monte-Carlo, c'est Piazza qui s'est occupé de la vente, elle a vendu également 2 recueils de poèmes qui lui étaient adressés, parfaitement secrets évidemment, et manuscrits, que Paul Valéry avait illustrés de dessins, quelques-uns érotiques, d'autres qui représentent un bateau sur la mer, c'est l'image du voilier qui est toujours associée à cette femme, qui a une tendance au départ et qui reste une insaisissable. Donc, tout ce secret a été porté sur la place publique. On ne pouvait plus rien ignorer. Et j'ajoute que les lettres d'amour, les poèmes ont été publiés aux éditions de Fallois, si vous souhaitez les lire, on peut les trouver en librairie. Les lettres viennent d'être publiées, elles sont sorties à peu près en même temps que mon livre, chez Gallimard, donc il y a tout un recueil de lettres. Les originaux de ces lettres sont aux États-Unis et au Japon. Ce sont 2 universités, l'une américaine et l'autre japonaise, qui ont à Monaco, racheter les lettres d'amour de Paul Valéry à Jeanne Voilier. Donc ça, c'est la raison anecdotique. J'ai trouvé extraordinaire qu'une femme aimée, et aimée passionnément, puisse vendre ses lettres d'amour. Et bien évidemment, je me suis plongée dans les lettres d'amour. L'autre raison qui me fascinait, c'est que loin d'abîmer,
de ternir l'image de Paul Valéry, loin de vraiment porter atteinte à son prestige de poète, d'écrivain. Il me semblait que cette histoire, telle qu'il l'a vécue, telle qu'il a lui-même racontée, parce que c'est sa voix que l'on entend dans les lettres, et ce sont les poèmes adressés à Jeanne, on entend complètement l'homme, eh bien cette histoire le fait aimer et admirer encore davantage. C'est ce que j'ai ressenti à la lecture de ces lettres, parce que l'homme y apparaît alors vraiment magnifique. Il est magnifique, il était déjà magnifique tel qu'on pouvait le connaître dans la Pléiade, en lisant à la fois des poèmes, des textes en prose, en lisant des extraits des cahiers, etc. C'est un homme supérieurement intelligent. Mais je trouve que cette histoire lui donne une humanité qui est en même temps exceptionnelle. C'est un homme qui a su aimer. Et ce n'est pas si fréquent. Et elle, est-ce qu'elle l'a aimé vraiment, elle, ou est-ce qu'elle était attirée par sa notoriété Est-ce que c'était un amour, passion à sens unique ou partagé? Alors, souvent, entre deux êtres, l'un aime plus que l'autre. C'est le cas certainement dans cette histoire. Paul Valéry est des deux celui qui a aimé le plus. Et il a aimé vraiment jusqu'à son dernier souffle, puisque tout ce qu'il écrit, jusqu'à la fin, y compris dans le petit cahier vert, qui est un des derniers cahiers de Paul Valéry, quand il est malade et quand il va mourir, les derniers mots sont quand même pour tirer la leçon de sa vie et pour conclure sur la victoire du cœur. Ce ne sont pas mes mots, ce sont les siens, la victoire du cœur sur la raison. Donc, des deux, c'est évidemment lui qui a les sentiments les plus forts. Mais, bien évidemment, Jeanne a aimé Paul Valéry, à sa façon sans doute, mais on peut aimer de plusieurs façons, et dans un amour, il entre toutes sortes de facteurs différents. Donc c'était une très jeune femme, elle est 34 ans, je vous le rappelle, au début de l'histoire, elle était éblouie par Paul Valéry. C'est une femme qui recherchait, qui a toujours recherché une certaine reconnaissance sociale, qui s'explique très bien par ses origines. Elle a une volonté de succès, elle veut être reconnue pour elle-même. Et il est évident que l'attention que lui porte Paul Valéry lui plaît énormément. Il l'aide, il la conseille en même temps. Je ne parle pas seulement des relations amoureuses, mais aussi il essaie même de lui faire avoir le prix féminin. Ils sont vraiment, comme il connaît tout le monde dans le milieu littéraire, il va parler à ces dames du féminin pour essayer que Jeanne Voilier, avec ses livres, puisse avoir le prix féminin. Elle ne l'aura pas malgré son intervention. Et ensuite, elle passera tout à fait autre chose. C'est elle qui tourne la page et c'est elle qui rompt avec Paul Valéry. Elle lui annonce qu'elle le quitte, et elle lui annonce qu'elle le quitte en 1945, à Pâques 1945. Et il aura cette expression, évidemment, qui est très belle et tragique, parce que cet amour a vraiment cette dimension tragique. Il dira « Ce jour de la résurrection », car elle lui annonce qu'elle le quitte le dimanche de Pâques 1945, « Ce jour de la résurrection, dira-t-elle, fut pour moi celui de la mise au tombeau ». Bien, ça n'a pas été son dernier amour, hein, puisqu'on connaît sa liaison avec l'éditeur. Ce n'est pas le dernier amour de Jeanne Voilier, c'est le dernier amour de Paul Valéry. Mais Jeanne Voilier a une longue vie qui l'attend, parce qu'elle va vivre vraiment 45 ans de plus que Paul Valéry, et connaître. Elle a une vie extraordinairement romanesque. En effet, et sa liaison avec Robert de Noël, l'éditeur Robert de Noël, est d'ailleurs la raison de la rupture, une des raisons de la rupture avec Paul Valéry. Elle quitte Paul Valéry pour Robert de Noël. Robert de Noël, qui est mort, on le sait, tragiquement, et une histoire où elle a été à un moment même impliquée. Ou non?
Ah oui, alors écoutez, je ne vais pas remplacer les juges. Non, non, il y a eu plusieurs procès, en effet. Oui, si vous voulez. Donc tout ça, il faut bien se replonger dans l'époque. On est en 1945. Paul Valéry meurt, 20 juillet 1945, obsèque nationale. C'est quand même vraiment très exceptionnel. Après, depuis Victor Hugo, voilà, Paul Valéry. Donc une dimension complètement nationale. C'est le général de Gaulle qui a souhaité faire de la mort de Paul Valéry cet événement national dans une idée de réconciliation de la France avec elle-même. Il a choisi un poète pour essayer de ressouder les Français autour de ce tombeau du poète. Donc 1945, vous savez ça, les obsèques de Paul Valéry, donc meurt à Paris, messe à Saint-Honoré-des-Laux, qui est sa paroisse, qui n'a jamais quitté. Le cercueil conduit en grande pompe avec la garde républicaine jusqu'au Trocadéro, exposé un jour et une nuit sur l'esplanade du Trocadéro, encadré par la garde républicaine. Paris plongé dans la nuit, mais tout de même des projecteurs envoient sur la tour Eiffel un immense V lumineux. V comme la victoire, mais V comme Paul Valéry. Et ce n'est que le lendemain, après le général de Gaulle est venu s'incliner devant le cercueil, qui sera emmené jusqu'à Sète et puis enterré à Sète. Donc, vous voyez, il y a toute une dimension. Jeanne Voilier n'est pas là, n'est pas à l'enterrement, elle est en province, elle se soigne dans une ville de Cure et elle est avec Robert de Noël, qu'elle pense épouser. Mais en même temps, ensemble, Robert de Noël et Jeanne travaillent. Ils ont à préparer un dossier de défense de Robert de Noël. Car Robert de Noël, qui est quand même l'éditeur d'Aragon et d'Elsa Triolet, est aussi l'éditeur de Céline, de Rebattet et de quelques autres auteurs extrêmement sulfureux. Donc il a de gros soucis avec le comité d'épuration. Un premier procès a déjà eu lieu et il se prépare un très gros procès qui doit avoir lieu à la fin de l'année. Et c'est en décembre 1945 que de Noël est assassiné. Boulevard des Invalides à Paris, d'une balle dans le dos. Et il était avec Jeanne Voilier ce jour-là dans la voiture. Ils ont crevé. Elle est allée chercher du secours et le temps qu'elle revienne, voilà, de Noël était mort. Donc elle est associée, vous voyez, à cet événement-là. Elle est très associée à cet événement parce que tout de même, mais je ne veux pas entrer dans tous les détails parce que c'est un roman dans le roman, j'allais dire, et qui pour moi fait l'objet d'un chapitre vers la fin parce que je raconte bien sûr un peu, je résume la vie de Jeanne Voilier, mais le véritable sujet, c'est quand même Paul Valéry, Jeanne Voilier. C'est Jeanne Voilier qui va hériter des éditions de Noël. Alors, il y a eu tout un montage financier, etc. Bon, enfin, je raconte tout ça brièvement, mais c'est vrai que c'est véritablement un mystère. C'est un mystère. Personne ne sait aujourd'hui qui a tué Robert de Noël. Il y a eu des procès où elle a été mise en cause, d'ailleurs, voilà. Mais elle est ressortie de tout ça parfaitement innocentée et elle a dirigé les éditions de Noël qu'elle a ensuite vendues à Gallimard. Tout ça pour nous ramener à la période donc de la guerre, puisque vous l'avez dit, dans cette histoire d'amour, il y a aussi toute l'histoire de l'époque, et on sait ici au CUM que Paul Valéry a été écarté de la direction du CUM pendant cette période pour avoir pris la défense certains écrivains. Oui, enfin, c'était une situation extrêmement compliquée. C'est sûr que quand la guerre est venue, ensuite l'occupation, c'était devenu presque impossible, enfin, pour lui voilà. Et en plus de ça, il était extrêmement fatigué, il commençait à être malade. Ce sont des années en même temps chez lui une sorte de dépression. Hein. C'est vraiment, on voit tout cela, les moments où il retrouve finalement le goût de la vie et l'optimisme, c'est quand il est avec Jeanne Voilier dans sa maison. C'est un peu une parenthèse de vacances et de bonheur dans une vie où il ne voit plus que vieillesse
et des astres français. Donc c'est un personnage qui souffre, c'est un personnage extrêmement douloureux, Paul Valéry, dans ces années-là. Douloureux, je dirais, amoureusement, parce que très vite Jeanne s'éloigne et le fait souffrir, mais malheureux aussi sur le plan intellectuel. Donc, il a en effet prononcé, donc il était académicien à l'Académie française, quand Bergson est mort. L'Académie a voulu passer sous silence cette mort de Bergson, vous voyez pour quelle raison, et Paul Valéry a lui-même prononcé un très bel éloge funèbre de Bergson. Ça a été son attitude, mais en même temps, c'est pas du tout, et c'est intéressant de voir De Gaulle, vous voyez, venir vers lui, parce qu'il n'a pas véritablement manifesté sa résistance, mais il est resté parfaitement neutre, il n'a basculé, je dirais, ni d'un côté ni de l'autre, si ce n'est justement par ce magnifique éloge funèbre de Bergson, qui montre justement que Paul Valéry avait pour principal souci toujours d'être au-dessus, pas au-delà, mais au-dessus des passions moyennes. Alors, pour revenir sur cette liaison de « Je suis fou de toi », quels ont été les cadres et les moments heureux de ce couple ? Mais il y a beaucoup de moments heureux, oui, que je me suis beaucoup attachée à décrire, évidemment. Et surtout dans les premières années, donc 38, début 39, ce sont les années du coup de foudre, un coup de foudre de Paul Valéry pour cette jeune femme, et sa joie de venir, donc elle habite une très jolie villa avec un jardin, ce qui est quand même rare à Paris, 16e arrondissement, à 2 pas de chez lui. Enfin, à 2 pas, il doit quand même prendre un petit autobus pour venir. Paul Valéry ne conduit pas, il ne sait pas conduire. Donc, il prend les transports en commun pour se rendre chez cette jolie personne. Rue de l'Assomption, elle a su créer un climat à son image. Dans le jardin, sous le saule pleureur, à la belle saison, elle reçoit, et il y a des animations, des concerts, etc. Et chez elle, c'est aussi une maison blanche, une maison où il y a beaucoup de lumière, où Paul Valéry se réfugie et retrouve là ses relations amoureuses auxquelles il a toujours été extrêmement attaché. Je le regardais tout à l'heure, vous savez, quand je suis arrivée, on m'a emmenée dans le bureau de Paul Valéry, ici, qui a été conservé en son état. Et il y a dans ce bureau une très belle sculpture qui le représente, un très beau buste, une belle tête. Je trouve que l'expression, parce que Paul Valéry, on le voit toujours un peu triste, avec sa mèche, une petite moustache, bon, mais il a un œil pétillant, que tout le monde a témoigné. Il avait les yeux bleus, très vifs, très gais. C'est un homme qui a énormément d'humour, qui aimait rire, qui faisait des blagues, y compris d'ailleurs dans sa famille. Il adorait les enfants, les petits-enfants. C'est un homme qui est vivant. C'est pas du tout une momie littéraire. C'est vraiment... Et donc ici, ce buste est le fameux buste réalisé par René René au féminin, René Vauthier, qui est une femme sculpteur dont Paul Valéry parle dans son livre Degas dans ce dessin, et où il raconte justement comment René Vauthier a sculpté ce buste, tournant autour de lui. Vous savez, un sculpteur bouge beaucoup, contrairement au peintre. Il prend, voilà, et comme une danse, une sorte de danse autour de lui. Il y a des pages magnifiques. Et j'ai été vraiment émue de retrouver là ce buste original, vraiment, de René Vauthier, qui est donc à Nice. Et c'est un trésor que vous avez ici. Est-ce que vous diriez, au regard de l'œuvre de Paul Valéry, de sa notoriété, on rappelle sans arrêt, nous autres civilisations, nous savons maintenant que nous sommes mortels, que malgré tout, il n'est pas à sa véritable place aujourd'hui dans la littérature française? Est-ce qu'il est un peu oublié, Paul Valéry? Oh, écoutez, non, je ne crois pas qu'il soit oublié. Je pense qu'il intimide beaucoup de lecteurs qui l'associent justement à une poésie un peu difficile, mallarméenne. Vous savez qu'il était le disciple de Mallarmé. Il a aimé, admiré Mallarmé toute sa vie. Et donc il y a chez lui un côté comme ça un peu intimidant.
Mais j'ai remarqué qu'il était toujours extrêmement présent, pas seulement à l'université, où beaucoup d'étudiants vont vers lui, mais également vivant, je dirais, dans la nouvelle génération des écrivains. Je ne parle pas du tout de moi, en l'occurrence, mais vraiment des romanciers, peut-être est-ce même inattendu, de retrouver, par exemple, je ne sais pas si vous connaissez Jan Moix, vous voyez qui est Jan Moix, vraiment un jeune auteur assez déjanté, qui est souvent d'ailleurs dans la provocation, eh bien, c'est un écrivain qui admire profondément Paul Valéry. Et pourquoi? Parce que justement, Paul Valéry a su user d'une extrême liberté par rapport au langage. Paul Valéry est aussi, si vous voulez, un petit peu dans le côté déstructuration, c'est-à-dire il a très bien compris qu'au fond cette manière fluide et parfaite d'écrire n'allait plus avec son époque et que cette époque de grande cassure se retrouvait aussi dans l'écriture. Et il est finalement, je pense, un des écrivains peut-être les plus précurseurs de son temps, si on veut le regarder d'un point de vue strictement artistique et littéraire. Et cette manière d'écrire, je pense, va continuer à intéresser beaucoup d'esprits aujourd'hui, beaucoup de gens aujourd'hui. Dans sa dernière période, c'est-à-dire celle où il a réécrit avec cette dernière passion, ou dans toutes les périodes? Parce qu'il a abandonné la poésie 2 fois finalement. Oui, il a abandonné la poésie très jeune, il a repris, il a re-abandonné, et finalement il se remet à la poésie quand il tombe amoureux de Jeanne Voilier. Mais je dirais que ces lettres d'amour, vous voyez par exemple, ces lettres d'amour s'accompagnent aussi de commentaires sur sa vie quotidienne. Quand il est en voyage, voilà, quand il vient au CUM, il le raconte dans ses lettres d'amour à Jeanne, il lui en fait part, etc. Et on voit bien que c'est un homme qui est sans cesse préoccupé de la vie de son temps. C'est pas du tout quelqu'un qui est marginalisé, un intellectuel, vous voyez, sur une tour d'ivoire, pas du tout. Il a tout compris, il aime la vie sous toutes ses formes, et les lettres en rendent parfaitement compte. En tant que membre de l'Académie française et donc protectrice des lettres de notre beau pays, 1000 lettres d'amour, qui aujourd'hui, encore même un écrivain de talent, écrirait 1000 lettres d'amour? Est-ce que c'est pas un genre qui est mort, quoi? Alors, le genre épistolaire comme cela. Sans doute existe-t-il encore aujourd'hui quelques lettres d'amour, il y a encore quelques personnes, mais évidemment, on ne retrouvera plus jamais un pareil trésor, parce que les gens se téléphonent et que tout ce que Paul Valéry a dit à Jeanne Voilier par écrit, peut-être aujourd'hui lui-même le lui aurait-il dit autrement. Et le téléphone n'est pas du tout... Elle a le téléphone chez elle. Il lui arrive de... Paul Valéry, d'ailleurs, s'exaspère parce qu'elle ne répond pas toujours à ses appels, etc. Mais enfin, il faut passer par le standard. Vous voyez, passez-moi le... Je donne d'ailleurs son numéro de téléphone qu'il a utilisé si souvent. J'ai retrouvé tout ça. Mais oui, c'est sûr que ce trésor, qui est un trésor littéraire et artistique, oui, peut-être est-ce un dernier vestige d'une époque révolue qui voilà, on s'aimera autrement. Et on le dira peut-être un peu moins bien, peut-être un peu moins bien même. On ne peut que le dire moins bien, parce qu'évidemment tout le monde n'est pas Paul Valéry de toute façon dans les lettres d'amour, mais c'est vrai que l'histoire est jonchée de lettres d'amour. Elles existent depuis très très longtemps, il y en a eu à toutes les époques. Et je trouve que ces lettres de Paul Valéry, d'ailleurs, elles devraient figurer dans une anthologie des plus belles lettres d'amour de tous les temps. Elles sont magnifiques. Mais peut-être, justement, un jour, les gens trouveront-ils que c'est de l'ère paléolithique. C'est sûr. Mesdames, Messieurs, Dominique Bonnat est, comme il est de tradition maintenant dans nos petites réunions, à votre disposition. Pour répondre aux questions que vous souhaitez lui poser ou poser sur Paul Valéry et sa relation avec Jean ou Jeanne Voilier. Madame, attendez,
D'abord madame, ensuite vous. Pardon madame. Vous nous avez parlé du philosophe Bergson et de cette période un peu obscure qui l'ont occulté. Pourquoi ? Non, vous n'avez pas entendu. Vous souhaitez que je vous parle Du philosophe Bergson. Oui. Pourquoi on a essayé d'occulter son nom, enfin, quand il est mort, quoi. Ce sont ces ascendances juives qui posaient un problème et voilà. Et Paul Valéry a donc écrit ce discours en toute liberté. Madame, vous vouliez dire quelque chose, je crois. Un grand merci. Un grand merci pour tous les livres que j'ai lus, de vous. Merci, madame. Je vous remercie, madame. C'est adorable. C'est dit avec le cœur. Merci. Mesdames, messieurs, nous sommes à votre disposition. Sinon, Dominique Bonnat reste à votre disposition, bien entendu, pour la traditionnelle séance de dédicace à l'extérieur de cet amphithéâtre. Qui veut poser une question? Oui, pardon, monsieur. A-t-on des lettres, par contre, de Jeanne Voillier? Alors, on a quelques lettres de Jeanne Voillier. Jeanne Voillier, à la fin de donc Jeanne Voillier était divorcée, elle n'a pas eu d'enfant, mais à la fin de sa vie, elle a adopté une jeune femme qui travaillait avec elle aux éditions d'Hommam aux Chrétiens et qui est donc l'actuelle héritière de Jeanne Voillier. Elle habite toujours le dernier logement qu'occupait Jeanne Voillier, avenue Montaigne, à Paris, en face de chez Dior. C'était très important, c'est Jeanne Voillier elle-même qui avait choisi cet appartement pour sa position stratégique, car elle vivait très agréablement, elle a aimé la vie à grande guide, on va dire. Donc, chez l'actuelle Madame Loviton, il y a des lettres de Paul, donc des lettres de Jeanne, mais quelques-unes, des brouillons de lettres, des lettres qui n'ont pas été envoyées. En revanche, les lettres de Jeanne à Paul Valéry, qui devraient normalement être dans la famille de Paul Valéry, sont un mystère, sont un secret. La famille de Paul Valéry, vous pouvez l'imaginer, n'a pas été très heureuse de voir porter au grand jour les aventures du père et du grand-père. Sa fille, Agathe Valéry, était vivante, ses petits-enfants, etc. Alors maintenant, le temps a passé et les descendants de Paul Valéry ont tout à fait changé d'optique, ont donc accepté que soient publiées les lettres d'amour de leur grand-père à Jeanne Voillier. C'est Martine Boivin-Champeau, la petite fille de Paul Valéry, qui s'en est occupée et qui a même rédigé la préface. Donc c'est important de le savoir, c'est-à-dire que maintenant la porte est ouverte, si vous voulez, sur tous ces documents. Mais il n'en reste pas moins qu'elle a publié ces lettres qui appartenaient à Jeanne Loviton. Elle a accepté qu'on les publie. Et c'est une double publication, si vous voulez, entre la famille de Valéry et Jeanne. Mais en revanche, les lettres de Jeanne à Paul, disparues. Alors, soit elles ont été détruites par Madame Paul Valéry elle-même, c'est possible, à la mort de son mari. Elle a vécu beaucoup plus longtemps que son mari, elle aussi. Soit elles sont encore au secret. Et là, la famille ne manifeste pas vraiment le désir d'en rajouter. C'est très différent. Vous savez qu'avec Catherine Pozzi, il y avait eu aussi 1 millier de lettres d'amour. Je crois même qu'il y en avait 2000, si je me souviens bien. Je le cite dans ce livre. Et Catherine Pozzi, elle, avait demandé par testament à son fils de détruire les lettres de Paul Valéry. Donc, à la mort de Catherine Pozzi, son fils, respectant les dernières volontés de sa mère, a brûlé devant notaire l'ensemble de la correspondance, enfin les lettres de Paul Valéry à Catherine Pozzi.
On peut le regretter, mais c'est comme ça. Mesdames, Messieurs, encore une dernière question, monsieur, je vous en prie. Merci, Madame Bonnat, pour cette merveilleuse conférence, à la fois intelligente et très délicate. Votre illustre père, Arthur Comte, avait déclaré que le début de la civilisation moderne a commencé lorsque l'homme a abandonné le cheval. Est-ce qu'avec donc Romain Gary et Valéry, vous avez misé sur 2 bons chevaux? Ma question sera la suivante. Dans quelle mesure Romain Gary a-t-il hérité de l'intelligence fabuleuse de Paul Valéry? Merci. Monsieur, je vous remercie de me poser cette question parce que vous me parlez de mon père et rien ne peut m'émouvoir autant, surtout qu'aujourd'hui, c'est son anniversaire. Il était né un 31 mars 1920 et il aurait eu 95 ans. Donc voilà, je suis toujours en communion avec lui, spécialement aujourd'hui, mais d'ailleurs toute la vie, voilà, bien qu'il soit disparu maintenant. Il ne l'est pas dans mon cœur. Romain Gary, Paul Valéry, oui, pourquoi ne pas les associer, c'est vrai. Je crois que ce sont des hommes de liberté qui ont conduit leur vie avec une très grande liberté, et ça, c'est magnifique. Dominique Bonnat, de l'Académie française, et vous nous présentez son dernier livre, « Je suis fou de toi » aux éditions Grasset, Le grand amour de Paul Valéry. Merci à vous.